Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir avant qu'on appelle la sécurité. Les mots du serveur tranchèrent net à travers le doux murmure des conversations et le tintement délicat des verres à vin dans le restaurant Le Marceau, un établissement huppé de Lyon, fier de ses rideaux de velours, de ses steaks à 80 € et de sa clientèle arborant des montres valant plus que la plupart des voitures garées dehors. Les têtes se tournèrent, certaines animées d'une simple curiosité, d'autres déjà prêtes à s'embraser dans l'étincelle malsaine du commérage, avides d'un peu de honte étrangère pour pimenter leur soirée. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait un vieil homme, frêle, voûté, les épaules rentrées sous un manteau brun élimé, détrempé par la pluie battante qui s'acharnait dehors. Dans ses mains tremblantes, il serrait une vieille casquette militaire décolorée, comme si la tenir l'empêchait de s'effondrer. Ses cheveux, clairsemés, étaient d'un gris presque transparent. Son visage profondément ridé parlait d'une force jadis vaillante, désormais rongée par les années. Il jeta un regard confus alentour, la honte brillant un instant dans ses yeux humides. Je voulais juste m'asseoir un moment, peut-être me sécher. L'hôte s'avança, afficha un sourire poli qui n'atteignit jamais la froideur de son regard, baissa la voix juste assez pour que la cruauté se pare de courtoisie. « Monsieur, ceci n'est pas un refuge. Je vais devoir vous demander encore une fois de partir. » Le vieil homme déglutit, baissa les yeux sur ses chaussures si râpées qu'on voyait presque ses orteils à travers le cuir fendu. Une flaque se formait déjà à ses pieds, la pluie dégoulinant de l'ourlet de son manteau. Au fond de la salle, à une table ronde près d'une baie vitrée, un grincement lent et volontaire retentit, une chaise raclant le parquet. 6 hommes étaient attablés là, robustes, le crâne fraîchement tondu, les épaules larges tendant la toile de chemise bien coupée, mais sans ostentation. Leurs yeux, eux, n'avaient pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'un d'eux, au visage marqué d'une longue cicatrice pâle qui partait de son oreille pour courir le long de la mâchoire, reposa lentement son verre de cognac. Sans un mot, il se leva. Le serveur se raidit en apercevant son poignet quand il réajusta sa manche. Tatoué là, un poignard entrecroisé d'une ancre et de cordage, l'insigne des commandos marines. L'instant d'après, un autre homme se leva, puis un troisième, jusqu'à ce que les 6 soient debout, silencieux, le visage indéchiffrable. On eût dit que tout le restaurant avait soudain oublié comment respirer. Même la porte des cuisines s'ouvrit, laissant passer un commis bouche bée. L'homme à la cicatrice s'approcha du vieil inconnu, ses bottes frappant le marbre, chaque pas semblant amplifier la gravité de l'instant. Le vieil homme sursauta quand il s'arrêta juste devant lui, levant vers lui un regard hésitant, presque apeuré. « Monsieur, » dit l'homme, la voix basse mais assurée, porteuse d'une autorité qui n'avait nul besoin de hausser le ton. « Êtes-vous monsieur Morel ?» Le vieil homme avala sa salive. « Morel ? Oui, c'était moi. J'ai servi il y a bien longtemps. Je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait. » L'homme à la cicatrice claqua les talons et se figea dans un salut militaire d'une netteté à couper le souffle. « C'est un honneur, monsieur Morel. » Les yeux de Morel s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit. Un instant, on aurait cru qu'il allait s'effondrer, de larmes ou de reconnaissance. Le serveur recula d'un pas, bredouillant. « Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit. » « Vous n'avez pas posé la question, » lança un autre des hommes, la voix calme mais dure comme la lame d'un poignard. « Vous avez jugé un homme sur son manteau, pas sur son courage. » Un troisième s'avança, une montagne aux avant-bras cordée de muscles, qui posa avec une infinie douceur sa main sous le coude de Morel. « Vous ne partez pas, monsieur Morel. Ce soir, vous dînez avec nous. » Des larmes menacèrent de déborder des yeux du vieillard. « Oh, les garçons, ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est, » dit le premier, et la légère vibration de sa voix trahissait l'émotion gonflant sa poitrine. « Parce que vous l'avez fait pour nous, avant. » Presque aussitôt, l'hôtesse accourut, les joues empourprées, se racla la gorge. « Bien sûr, nous allons préparer une place tout de suite. » Elle s'inclina légèrement, son assurance hautaine fondue en une véritable humilité. Ils guidèrent Morel à travers le labyrinthe des tables, sous les regards de clients qui se tordaient sur leurs sièges pour mieux voir. Certains baissèrent les yeux, honteux d'avoir jugé si vite. D'autres laissaient échapper des larmes, chuchotant des souvenirs à voix basse. Ça pourrait être mon grand-père.
À la table, ils installèrent Morel en bout, tel un roi, eux simplement honorés de sa présence. Une serviette propre apparut, de l'eau fut servie, quelqu'un commanda une tournée de cognac, sans même demander. Morel resta raide, ses mains serrant la vieille casquette sur ses genoux, ses yeux fuyants, submergés. « Racontez-nous votre service, » souffla l'un d'eux. Morel laissa échapper un petit rire triste, secoua la tête. « Oh, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. J'étais dans le 5e régiment d'infanterie au Vietnam. On faisait ce qu'on nous disait. On est revenu avec plus de fantômes que de médailles. On aimerait entendre parler des fantômes, si vous le voulez bien. » Alors il parla, d'abord d'une voix hésitante, les mots trébuchant sur de vieilles cicatrices, de la boue et des pluies si froides qu'elles transperçaient jusqu'aux os, des veillées où le moindre souffle pouvait être le vent ou la mort, d'un ami, Étienne Charvet, qui n'est jamais revenu d'une patrouille matinale, d'un autre, Louis Delacroix, qui souriait encore quand la balle de sniper lui arracha la moitié du visage. Les hommes autour de la table ne détournèrent pas les yeux, ne tentèrent pas d'adoucir l'histoire ni de changer de sujet. Ils restaient droits, les yeux brillants, certains frottant parfois d'un revers leurs cils humides. Ils comprenaient, peut-être pas cette guerre-là, pas cette jungle-là, mais ils savaient le goût du sable dans la bouche, la morsure de la perte qu'on porte toujours. À mi-repas, le gérant arriva, le teint livide. Il resta près de la table, tordant nerveusement un torchon. « Monsieur Morel, ce serait un honneur si le repas de ce soir était offert par la maison. Je vous en prie, acceptez. » Morel secoua lentement la tête. « Fiston, je ne suis pas venu chercher la charité. Je voulais juste être quelque part au chaud, entendre des rires, je ne voulais déranger personne. » L'homme à la cicatrice leva les yeux et fixa le gérant d'un regard si pénétrant qu'il aurait pu abattre un mur. Il n'a pas demandé la charité. Il l'a méritée. Le gérant se redressa comme s'il venait d'être appelé au garde-à-vous. « Vous avez parfaitement raison. Toutes mes excuses. Je regrette la façon dont mon personnel vous a traité. » Le dîner se prolongea, les assiettes se vidaient, les verres se remplissaient encore. Morel parla plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Les histoires jaillissaient comme d'une digue fendue, des histoires pas de bravoure ni de décoration. Celles-ci furent à peine évoquées, mais de sacs portés pour des camarades trop faibles pour marcher. De longues heures immobiles dans la boue, au point que des grenouilles leur sautaient dessus. De lettres écrites pour des garçons incapables d'orthographier « Maman, je t'aime ». À la fin, les 6 commandos penchaient tout la tête vers lui, suspendus à chaque mot. Certains clients observaient toujours, d'autres étaient retournés à leur viande, mais l'air avait changé. Même le pianiste semblait jouer plus doucement, comme par respect pour le poids d'histoire qui planait là. Finalement, les tables furent débarrassées. Morel essaya de se lever discrètement. « Il faut que je m'en aille. Le foyer n'est qu'à quelques rues, s'il reste de la place. »« Pas ce soir, » dit le colosse aux manches retroussées. Morel cligna des yeux. « Pardon ? Vous venez avec nous. On a de la place, un lit bien chaud, et demain un vrai petit déjeuner. » Morel avala difficilement, sa pomme d'Adam monta, descendit. « Je ne peux pas m'imposer comme ça. » L'homme à la cicatrice, dont la balafre paraissait presque sourire, posa fermement la main sur l'épaule maigre du vieillard. « Vous ne vous imposez pas, dit-il, la voix rugueuse de conviction. Vous nous rappelez pourquoi on s'est engagé, pourquoi on est revenu et qu'on continue à veiller sur les autres. » Les autres hochèrent la tête, silencieux, comme si les mots étaient trop pauvres pour exprimer ce qu'ils ressentaient. 2 d'entre eux clignaient des yeux un peu trop souvent, les paupières rouges. Un tout sauta, comme si quelque chose lui coinçait la gorge, et tous savaient que ce n'était pas un morceau de pain. Quand ils quittèrent le marceau sous la pluie, ils n'étaient plus 6, ils étaient 7. Des vestes furent retirées de larges épaules pour se poser sur le dos fragile de Morel, comme une armure improvisée. Il marchait serré autour de lui, formant un rempart vivant contre le vent. Personne ne se pressait. Personne ne consultait son téléphone. Les voitures ralentissaient. Les conducteurs jetaient un œil à cette étrange procession d'hommes solides en civil, escortant un vieillard avec des sourires tendres, comme s'ils accompagnaient un roi. Arrivé au trottoir, l'homme à la cicatrice ouvrit la portière d'un grand 4x4 noir.
Un autre posa une main stable sur le coude de Morel. Un troisième s'inclina dans l'habitacle pour attacher la ceinture avec la même délicatesse qu'on réserverait à un enfant endormi. Morel triturait sans cesse le bord de sa vieille casquette, le tissu déjà presque percé. Ses yeux fixaient la route, brillants, pas seulement à cause de la pluie. Dans une petite maison de briques d'un quartier calme où flottait l'odeur de feuilles mouillées et de cheminées au loin, ils l'accueillirent. Les bottes laissèrent des empreintes humides sur le paillasson. Dans la cuisine, l'un s'affaira avec la bouilloire, fouillant pour trouver des tasses sans slogan de chasse grossier. Un autre fouilla les placards et exhuma une vieille boîte de biscuits sablés, rapportée d'un stage en Écosse. Quelqu'un suspendit le manteau emprunté de Morel au dossier d'une chaise. La chambre d'amis est petite. Un simple lit étroit, une commode, un édredon plié aux pieds. Un peignoir était disposé avec soin, un peu moisi d'avoir dormi trop longtemps dans un placard, mais doux. Morel s'arrêta au seuil, une main agrippant le chambranle comme pour s'ancrer face à l'émotion trop grande. Ses épaules tremblaient. Puis, après une éternité, il entra. Il ne dit pas merci. Il n'en avait pas besoin. Les rides sur son visage, la manière dont ses yeux sautaient du lit aux hommes tassés dans le couloir, disaient tout. Il comprenait, sans mots inutiles. Plus tard, après des bières sur le perron, où parfois des rires éclataient trop fort dans la nuit, l'un passa devant la chambre, sur le chemin de la cuisine. La porte était entr'ouverte. Il jeta un œil. Morel dormait déjà, le corps légèrement recroquevillé, une main reposant près de l'oreiller, la vieille casquette posée comme un gardien sur la table de chevet. Les profonds sillons de solitude et d'inquiétude sur son visage s'étaient lissés, ne laissant que la paix d'un homme enfin soulagé. Le commando resta longtemps là, une main contre le chambranle, un sourire discret sous sa barbe. Parce que les guerriers n'oublient pas, ils ne laissent pas un frère derrière. Même si des décennies et d'autres champs de bataille les séparaient, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant ce soir, le combat forge une famille qui se moque bien des dates de naissance ou des noms de famille. Plus loin, un chien aboya. Une lumière de porche s'éteignit. La vie continuait à Lyon. Mais à l'intérieur de cette petite maison de briques, l'histoire était honorée. Les sacrifices se rappelaient sans fanfare ni médailles épinglées sur la poitrine, mais avec du thé fumant, des récits murmurés et la grâce bouleversante d'un toit partagé. Il n'y eut ni publication sur les réseaux, ni photos mises en scène pour récolter des likes, ni grands discours. Juste la dignité brute qu'ont ceux qui ont vraiment rampé dans la boue et vu le prix ultime de la liberté. Des heures plus tard, Morel se réveilla pour aller aux toilettes. En revenant, il trouva deux d'entre eux endormis sur les canapés du salon, les bras croisés, bottes encore aux pieds. Il ne voulait pas qu'il se sente seul dans une maison étrangère. Quand il se recoucha, il resta longtemps à fixer le plafond, le cœur battant, pas de peur, mais de quelque chose dangereusement proche du bonheur. Parce que dans cette maison simple, avec ses chaises dépareillées et son odeur de graisse d'armes jamais tout à fait partie, Morel trouva quelque chose qu'il croyait mort avec ses vieux copains perdus dans des jungles lointaines. Ce n'était pas juste un abri, ni un repas ou un lit moelleux, c'était l'appartenance. La certitude qu'en ce monde vaste et bruyant obsédé par la jeunesse et l'apparat, le caractère restait la plus haute des noblesses, et que parfois le plus grand acte d'héroïsme, c'était simplement d'ouvrir sa porte et de dire « Entre, vieux frère, ici c'est chez toi ». Cela s'enfonça si profond que les ombres des années furent chassées. Bien après qu'il se rendormit, Morel rêva non pas de tranchées ni de fusées éclairantes, mais de parties de cartes dans des tentes poussiéreuses, de rires brûlés par le soleil et de l'indestructible lien d'hommes qui n'ont plus rien à prouver. Dans le silence tiède de la nuit, la vieille casquette sur la table de chevet veillait comme un sentinelle, semblant promettre « Demain viendra, et tu ne l'affronteras pas seul. »